Mesdames, bienvenue à ce quatrième concept sur les gaz parfaits. Des gaz parfaits, comme qui? Comme moi! Alors évidemment, on va s'intéresser au comportement des gaz parfaits lorsque, justement, on les met dans des contraintes spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend évidemment par gaz parfait? Eh bien, on entend qu'un gaz va se comporter en respectant au maximum les contraintes qu'on s'était données de la réactivité des gaz. Ce qui veut dire que si je mets une mole de gaz, normalement, il devrait occuper le volume molaire de 22,4 litres. Il devrait offrir sur les parois du contenant une pression de 101,3 kPa. Et tout ceci devrait se faire à 273 degrés Kelvin, soit ATPN, donc à température et pression normale. Évidemment, on parle évidemment de 0 degrés Celsius. Ce qui veut dire que tous les gaz, techniquement, si je prends une mole, je le mets dans 2,4 litres et que je mets une température de 273 degrés, devrait avoir une pression de 101,3 kPa. Bon, évidemment, entendons-nous sur le fait qu'un gaz comme ça n'existe pas. Ils ont toutes leurs petites spécificités. Mais parce que chacun des gaz se comporte presque comme s'ils étaient seuls et que les variations sont très faibles, bien évidemment, on peut faire une approximation en justement disant qu'ils se comportent comme des gaz parfaits. Mais pour donner un exemple, si je prends l'argon et je compare avec du oxygène, mais l'argon pour une mole va occuper un espace de 22,09 litres, alors que les oxygènes qui se comportent pas mal comme un gaz parfait, lui va occuper 22,4 litres. C'est d'ailleurs avec les oxygènes qu'on avait établi justement le volume molaire normal. Donc il y a une variation, mais comme vous pouvez voir, la variation est relativement minime, ce qui nous permet d'élaborer la chose suivante, que peu importe le gaz qu'on va évaluer, il va se comporter toujours de la même façon. Ce qui veut dire que pour une première situation, P1V1 sur N1T1, si je vais observer comment mon gaz va réagir pour une deuxième situation, P2V2 est égal à N2T2, je peux aussi établir que ma deuxième situation, qui va me servir de référence, peut se faire selon mon principe de gaz parfait. C'est-à-dire que mon rapport de mon deuxième, P2V2 est égal à N2T2, peut être aussi établi selon qu'un gaz parfait à une mole serait à 273 degrés Kelvin, offrirait 101,3 kPa dans un volume de 22,4 litres. Et si je fais tout ce calcul-là, j'obtiens 8,31. Et ce 8,31-là, c'est ma constante des gaz parfaits. Et c'est avec elle que je vais être en mesure d'évaluer le comportement des gaz lorsqu'ils diffèrent d'un comportement parfait. Bon, évidemment, là, je l'ai calculé en kilopascal. Je pourrais le calculer en atmosphère, ou je pourrais le calculer en millimètres de mercure. Bon, évidemment, la constante changerait. Ce ne serait pas 8,31, mais ce serait 0, quelque chose. Évidemment, bon, de façon globale, la valeur, elle est calculée avec des kilopascals, parce que c'est l'unité officielle pour la pression. Vous comprenez que vous pouvez utiliser l'atmosphère et les millimètres de mercure si votre problème le nécessite. Ou tout simplement transformer les millimètres de mercure ou les atmosphères en pression en kilopascal. Pourquoi ça devient intéressant d'avoir une constante des gaz parfaits? C'est que j'ai tout d'un coup une option pour comprendre comment mon gaz devrait se comporter à une certaine condition comparé à une autre. Imaginons une situation suivante. Imaginons qu'on cherche la pression d'un gaz qu'on ne connaît pas, mais qu'on sait que j'ai 0,3 mol de ce gaz dans un volume, ce sera pas très long, dans un volume de 500 ml. Sachant que la température de ce gaz est de 20 degrés, soit 293 degrés Kelvin. Bon, normalement, ma loi générale des gaz nous dit que P1V1 est égal à N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2.
mais je n'ai pas de relatif. Je ne savais pas comment mon gaz était à l'avant. Mais je sais que si j'étais à la PN avant d'avoir ces contraintes-là, je pourrais établir que ma pression aurait été de 1,3, mon volume aurait été de 22,4, j'aurais eu une mole de ce gaz-là et j'aurais été à 273 degrés Kelvin. Ce qui me donne 8,31 comme constante des gaz parfait. C'est génial parce que maintenant, je peux utiliser ce 8,31 comme référence pour ma situation parfaite. Et je sais que ça va donner à ma deuxième situation, soit P2, soit mon volume 2 qui dans ce cas-ci est 0,5 litres, soit mon nombre de moles numéro 2 qui est 0,3 moles, et soit ma température numéro 2 qui équivaut à 293 degrés Kelvin, toujours en Kelvin. Évidemment, je rappelle, pour faire ça, j'ai fait 273 plus 20 degrés. 273 correspond à 0 degré, plus mon 20 degrés, donc c'est 293 degrés Kelvin. Je vais évidemment isoler mon P2. Alors pour ce faire, je vais basculer mes dénominateurs de l'autre côté, donc je vais les multiplier. Donc 8,31 fois 0,3 fois 293. Et ensuite, je vais diviser le tout par, dans le fond, mon 0,5 litres pour isoler ma pression numéro 2. Et j'obtiendrai une pression de 1462 kPa. Évidemment, c'est agréable lorsque mon gaz est pur dans un contenant, mais il est possible que j'ai un mélange de gaz, soit un gaz A et un gaz B. Il faut comprendre que Dalton, imaginons les molécules, non. Dalton avait proposé la chose suivante lorsqu'il avait regardé les gaz, il s'est rendu compte que la pression du gaz A sur les parois comme tel de mon contenant et la pression du gaz B sur les parois de mon contenant agissaient de façon indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que l'espace entre les molécules de gaz est tellement grand, la pression que A génère n'est aucunement influencée par la pression que B génère. Et que la pression que B génère n'est aucunement influencée par la pression que A génère. Alors, par exemple, si mon gaz A se promène entre les parois, et mon gaz B, même si j'en ai plus, par exemple, même si c'est différent, va générer une pression. Cependant, évidemment, la pression que le contenant va ressentir ne sera pas la pression de A ni la pression de B, mais évidemment une pression des deux à la fois. Donc la pression de B plus A. Au même titre que si quelqu'un vous pousse dans le dos et quelqu'un vous pousse sur le ventre, ben, vous allez ressentir dans le fond la pression des deux. Dans ce cas-ci, parce que mon gaz A est 2 fois plus présent, parce qu'il y a 2 fois plus de mol, la pression va donc être 2 fois plus grande produite par A. Alors, comment on calcule tout ça? Eh bien, on va utiliser la loi des, des pressions partielles de Dalton, qui va faire en sorte qu'on va vérifier le nombre de moles dans mon mélange selon le pourcentage. Par exemple, si j'ai 2 moles de A et 4 moles de B dans un contenant, chacun va produire une pression sur mon contenant. Ce qui veut dire que j'ai 33% de A, donc 33% de la pression va provenir de A, et 66% de la pression que ma paroi va ressentir va provenir de B. Or, évidemment, la question c'est d'où vient mon 33 et mon 66%? Bien évidemment, ce sont des pourcentages de fractions. Or, pour obtenir mon 33%, j'avais 2 moles de A, divisé par mon nombre de moles total qui est 6 moles. Ce qui va me donner un total de 1 sur 3. Et 1 sur 3, en pourcentage, c'est 33%. Et mon 66, dans le fond, j'ai 4 moles de B sur 6 moles de gaz au total. J'obtiens donc un pourcentage de 66% sur un rapport 2 tiers. Ce qui veut dire que si, par exemple, ma pression de A valait 100 kPa, eh bien, ma pression de B va valoir 66% de ça. Donc, elle va valoir 200 kPa, soit le double. Et ma pression totale que recevra complètement mon contenant en général sera l'addition de 1
de l'autre, soit une pression totale de 300 kPa. Finissons cette vidéo avec un court exemple. Okay. J'ai un mélange de gaz dans un contenant et j'y trouve 3 gaz, pardon. Je vais y retrouver de l'oxygène, du diazote et du CO2. J'ai 5 moles d'oxygène, de dioxygène, pardon. Je vais avoir 4 moles de CO2 et je vais avoir 3 moles de diazote. Alors, chacun va produire une pression sur le contenant de façon individuelle, mais mis ensemble, le contenant va ressentir la pression de tout. Ce qui veut dire que mon nombre de moles total de gaz devient 5 plus 4 plus 3, donc revient à 12 moles de gaz en présence dans mon contenant. Je répète, chacun des gaz agit de façon indépendante, car l'espace est tellement loin l'un de l'autre qu'ils ne vont pas ressentir les effets de la présence des autres. Sachant que j'ai 12 moles de gaz au total, si je connais la pression, par exemple, de mon oxygène, on va dire qu'elle vaut, un chiffre comme ça au hasard, on dirait pour 225 kPa. Si je souhaite savoir la pression totale, je devrais me questionner sur l'apport de la pression par rapport à l'oxygène. Or, si ma pression est dépendante du pourcentage de présence d'oxygène, je vais me questionner sur combien vaut 5 moles sur 12 moles. Alors, évidemment, c'est très simple, donc je fais 5 moles divisé par 12 moles fois 100% et j'obtiendrai un rapport de... Laissez-moi le calculer. Donc, j'obtiendrai un pourcentage de 42%. Ce qui veut dire que la contribution à la pression totale sur mon contenant vaut 42%. Sachant que 225 kPa vaut 42%, bien, je vais faire une petite règle de produit croisé. Combien X de pression vaut pour 100%? Et j'obtiendrai donc que le contenant reçoit une pression totale de 500 kPa. Et voilà!